Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs en direct sur Médien TV. Nous sommes le mercredi 2 décembre. Nous sommes partis pour 60 minutes pour comprendre, pour décrypter l'actualité nationale et internationale. N'oubliez pas, nous le faisons en votre compagnie. N'hésitez pas à réagir sur la page Facebook de Médien TV ou sur le compte Twitter de l'émission, hashtag 60MPC. Vos réactions et questions nous permettront d'alimenter notre discussion de ce soir. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont monsieur Mohamed Alaoui. Vous êtes membre du secrétariat général de l'UMT, l'Union marocaine du travail. Merci d'être avec nous ce soir. Khalid Tretki, vous êtes rédacteur en chef du site d'information Média24.com. Et enfin, Abdelrahman Rachir, vous êtes sociologue, urbaniste, spécialiste des mouvements protestataires. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Hassan II de Mohammedia. Vous êtes notamment l'auteur d'une étude parue en 2014 intitulée « Les mouvements sociaux de l'émeute à la manifestation ». Exactement. C'est une des plus faibles mobilisations dans l'histoire syndicale du Maroc. La marche nationale contre la politique gouvernementale qui a eu lieu dimanche dernier à Casablanca a réuni moins de 20 000 participants, bien loin des 500 000 annoncés par les 4 principales centrales syndicales. Le climat social est pourtant tendu et les revendications sont nombreuses, ce qui nous laisse nous interroger sur la capacité des syndicats à canaliser la grogne sociale et surtout à mobiliser. Pourquoi les syndicats peinent-ils à rassembler? Pourquoi le nombre de travailleurs syndiqués est-il aussi faible au Maroc? Le dialogue entre les syndicats et le gouvernement est-il au point mort? Quelle évolution peut-on espérer? Syndicalisme au Maroc, la déroute? Point d'interrogation, ça sera le titre de l'émission de ce soir. Alors messieurs, avant qu'on parle de ce qui s'est passé dimanche dernier, parlons d'abord du niveau des syndicats, du niveau de la syndicalisation au Maroc. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi un syndicat au Maroc aujourd'hui? On a des réactions sur Facebook, je vous les lirai déjà, des gens ont déjà commencé à poster. Vous devez vous accrocher parce qu'il y a des gens qui sont assez critiques vis-à-vis de la force des syndicats. Qu'est-ce qu'on peut dire de la force des syndicats aujourd'hui au Maroc? Mohamed Alaoui. Moi, je pense en premier lieu, je tiens à vous remercier pour cette invitation. Je tiens à rendre hommage aux salariés et aux travailleurs et aux travailleuses qui se sont mobilisés le dimanche et qui ont manifesté leur colère, qui ont marché pendant près de 3 heures pour dénoncer les politiques du gouvernement qui portent atteinte à leur pouvoir d'achat, qui portent atteinte aux acquis des travailleurs et qui ne fait rien pour améliorer leur situation sociale d'une manière générale. Donc je tiens à saluer l'ensemble des militants et militantes qui ont participé à cette manifestation. Concernant cette manifestation, je pense qu'on va y revenir pour démystifier un peu ce jugement de valeur. Enfin, on reviendra en détail, hein, bien sûr, sur toutes les revendications qui sont posées. Alors, concernant le taux de syndicalisation, déjà il faut donner une précision que lorsqu'on parle de taux de syndicalisation, nous, à l'Union marocaine du travail, il faut déjà voir c'est quoi la population active du Maroc. Donc, cette population active, dans quel secteur elle travaille? 50% de cette population travaille dans le secteur informel. Est-ce que vous pensez que les syndicats vont pouvoir organiser le secteur informel? Donc, mais la puissance des syndicats, c'est dans leur capacité à mobiliser dans des secteurs stratégiques. Et les dernières élections sont la preuve, c'est qu'au niveau des établissements publics... On parlait des élections de délégués de personnel qui ont eu lieu cette année. Des élections des délégations du personnel. Ouais. Au niveau des établissements publics, le taux de syndicalisation avoisine les 85-90%. Des établissements publics très stratégiques, comme l'ONE, comme l'IDEC, l'ONCF, l'Office de la formation professionnelle, et j'en passe. Il faut aussi, au niveau des secteurs stratégiques, si on parle du secteur formel, le taux de syndicalisation est extrêmement élevé. Dans les ports, dans les banques, dans l'industrie chimique, dans l'industrie textile. Donc un certain nombre de secteurs qui sont stratégiques, dans l'automobile, dans l'industrie pharmaceutique, la présence syndicale est très forte. Donc lorsqu'on veut mesurer la présence syndicale, il faut le mesurer par rapport aux structures de la population active. Donc dans le secteur formel, dans le secteur organisé, la présence syndicale est très forte. Bon, alors, on va essayer de faire parler les chiffres, hein, même autrement. Je pense que je vais voir réagir Abdelrahman Rachir. Bien revenir aujourd'hui sur savoir quelle est la situation du syndicalisme aujourd'hui. On parle de taux de syndicalisation. Après, on verra un peu dans d'autres pays où on se situe aujourd'hui. Et surtout le pouvoir
d'action que peuvent avoir les syndicats. Aujourd'hui, lorsque vous entendez Sia Alaoui parler de cette manière sur le fort taux de syndicalisation dans certains secteurs, vous êtes d'accord avec ces chiffres-là? On a quand même, les chiffres, je vais le dire encore une fois, sont têtus. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait combien on a de salariés syndiqués au Maroc? Je sais pas, je crois que l'UMT peut avancer quelques chiffres, au moins pour l'UMT, parce que c'est des chiffres relativement secrets. Ah, si le pourquoi syndicat, c'est secret? C'est secret parce que tout simplement, je vais faire un petit rappel rapidement. C'est que le syndicat, c'est un mouvement social classique qui a été désorienté depuis les années 70 ou même les années 60 en Occident. Donc on parle du passage d'une société capitaliste à une société post-industrielle. Donc le mouvement ouvrier n'a plus le même poids ni la même mission historique qui lui a été attribuée dès la fin du XIXe siècle. Et de là vient son affaiblissement. Son affaiblissement est dû essentiellement aussi à la naissance ou à l'émergence d'autres nouveaux mouvements sociaux. On appelle ça les nouveaux mouvements sociaux à partir donc de ces sociétés post-industrielles et qui sont essentiellement les mouvements de femmes, les mouvements écologistes, les mouvements des homosexuels, les mouvements ici on peut parler de mouvements culturels, le mouvement amazigh, etc. Donc tous ces différents mouvements rentrent en compétition avec un mouvement, le mouvement qui est un mouvement, comme je l'ai dit, un mouvement historique, un mouvement classique. Donc l'embourgeoisement, une société qui change, on n'a plus... Pour le secteur industriel, par exemple, il est en train de reculer. Ça fait un moment. La même chose ou la même constatation, on peut la faire pour le cas du Maroc. Donc la classe ouvrière, c'est plus la classe du fin du XIXe siècle. Et en plus, quand on voit les enquêtes ou les données statistiques du Haut Commissariat au Plan, on remarque une chose importante, c'est que les jeunes, ils participent, mais faiblement, très faiblement, à toutes ces manifestations, que ce soit syndicales ou à la manifestation tout court. Moi, je vais m'aventurer sur les chiffres, si vous le permettez. Parce que j'ai les chiffres du HCP. Sur 10,7 millions de travailleurs que compte le Maroc, ce sont les chiffres du HCP, 3% seulement sont syndiqués. C'est le chiffre que j'allais dire. Et j'aimerais souligner encore une fois qu'il n'y a aucune étude scientifique, empirique, qui dégage un chiffre sur lequel il y a une certaine unanimité, ni auprès des syndicats, ni auprès des partis politiques. Mais ceci dit, il est vrai que le syndicalisme est en baisse de régime un peu partout dans le monde, sauf dans certains pays, ce qui va à l'encontre de ce qu'a dit monsieur. Par exemple, dans les pays scandinaves, le taux de syndicalisation est très élevé. Même la Belgique, il y a 50% Et je crois que les syndicats ont muté d'une culture, pareil dans d'autres pays, ont muté d'une culture de contestation à une culture de négociation et de dialogue. C'est ce qui se passe en Allemagne, c'est ce qui se passe dans pas mal de pays. Et notre problème au Maroc, il est un peu particulier parce qu'il y a eu convergence entre travail du syndicat et la politique. Et il y avait des positions politiques pendant les années 70, les années 60, les années 70 jusqu'à 80, où le syndicaliste, où le leader syndicaliste tenait un discours politique. Au même titre que le chef d'un parti, au même titre qu'une opposition, au même titre qu'une coalition au gouvernement. Et quelque part, les gens ne s'identifiaient plus parce que, selon la définition classique, il est là pour défendre les intérêts et les droits des travailleurs. Il est là pour négocier au mieux ce qu'il peut rapporter aux travailleurs en termes de revenus, en termes d'avantages sociaux, en termes de couverture médicale, etc. Et puis on se retrouve avec des gens qui tiennent un discours politique par rapport par rapport au régime, par rapport aux droits constitutionnels, par rapport à des choses qui sont loin d'être ou loin d'être inscrites dans le travail syndical. Et automatiquement, il y a eu dénaturalisation du discours syndical et les gens ne s'y retrouvent plus. C'est pour ça que je pourrais éventuellement donner raison à HCP à 3% sur 10 millions de la population active. Ça, autre chose, la faiblesse de la syndicalisation au Maroc est due aussi à la forte pénétration de l'agriculture. L'agriculture emploie plus de 40% de la population marocaine et ils sont hors sphère syndicale. En plus de l'informel, en plus de pas mal de paramètres qui sont propres
au marché marocain comme à d'autres pays en voie de développement. Alors, vous avez dit qu'il n'y a pas d'études empiriques. Juste combien, juste une question simple, claire et nette. Combien il y a d'adhérents au syndicat UMT, par exemple? C'est le chiffre que vous n'aurez jamais. Alors pourquoi? Non, Parce que je sais pas, c'est une carte. Non, Il n'y a pas déjà, besoin de faire une étude statistique, d'essayer de faire des projections. Alors, je voudrais apporter tout de même une petite précision concernant l'Union marocaine du travail. L'Union marocaine du travail, depuis sa création en 1955, Premier syndicat, syndicat national, il a privilégié en premier lieu la libération du pays au détriment des revendications salariales ou des conditions de travail des travailleurs. Donc nous avons été une composante essentielle dans le mouvement. Non, parce que nous étions tout seuls en 1955. Hein. La CDT on en parlera. Donc le mouvement syndical a contribué d'une manière très forte à la libération du pays. Deuxièmement, notre organisation a toujours bâti son action sur 3 principes fondamentaux. Le premier principe, et ce qui nous a attiré beaucoup d'animosité, c'est l'indépendance syndicale. Et je pense que les historiens et les sociologues qui ont fait les études attestent que les pouvoirs publics et le gouvernement et l'État a cherché à domestiquer et n'est jamais arrivé à domestiquer. La même chose, les partis politiques ont essayé de domestiquer l'UMT et ils n'ont pas réussi. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait de la division syndicale en créant un certain nombre. Actuellement, on se trouve avec une caricature de 36 syndicats, 10 syndicats ou officines, à l'exception, puisqu'il y a une représentativité maintenant qui est reconnue à travers le Code du travail, 4 centrales syndicales qui sont représentatives. Maintenant, pour les chiffres de Sil Hlimi, avec tout le respect qu'on lui doit, il n'est jamais venu voir un militant syndical ou le département des études et recherches de l'Union marocaine du travail pour s'enquérir sur le nombre de salariés, le nombre d'adhérents, etc. Donc d'où il sort ces chiffres? On aimerait bien qu'il nous donne les précisions sur cette question. On aimerait bien que vous nous les donniez aussi. Mais je vais vous donner une information tout de même qui est publique. Oui. Le nombre de votants, les dernières élections professionnelles, le secteur public, il est à peu près de 800 000 personnes. 800 000 personnes. La représentation syndicale a obtenu, si ma mémoire est bonne, vous pouvez le vérifier, plus de 72%. Donc 800 000, vous prenez de 800 000 72%, ça dépasse déjà de loin les 3% annoncés par Sil Hlimi. Non, ce n'est pas une confusion. C'est des votes, les gens qui ont voté syndicat. Non, mais un votant ou un adhérent n'est pas la même chose. Mais il adhère. Il y a l'adhérent qui paye, il y a le sympathisant. C'est tout à fait normal. Il y a le retraité, il y a le jeune. Et nous allons y revenir. Si vous prenez dans le secteur public, ils sont également aux environs de 800 000. Et c'est 700 000 qui ont voté. Et 50% ont voté pour la représentativité syndicale. Donc on est déjà au double ou au triple du nombre annoncé par Sil Hlimi. Donc si vous prenez un seul secteur, les banques, qui est à 85%, à 90% au sein de notre organisation, vous pouvez en déduire la représentativité. Je peux répondre. Donc, oui, non, mais moi c'est une question. Non, je tenais à clarifier ce niveau. Non, alors justement, bon, maintenant, s'il vous plaît, je rejoins juste c'est Khalid par rapport, sympathisant et adhérent, il y a quand même une différence qui est claire, nette et précise. Je vous repose la question. Je vous fais pas un procès ni quoi que ce soit, mais vous dites qu'on n'est pas venu vous voir pour vous demander le nombre d'adhérents. Combien il y a d'adhérents? Combien il y a de porteurs de cartes? J'imagine que quand on est syndiqué, on a une carte. Bien sûr. Alors, c'est simple et clair. Combien il y a dans votre cas, en ce qui vous concerne? Au niveau de notre organisation, le nombre, il doit approcher, parce qu'on n'a pas encore les chiffres totalement de 2015, parce que, comme vous le savez, la représentation est nationale. Nous avons des unions locales, et les unions régionales, il y a des unions locales, puis il y a des fédérations, et dans tout ça, on doit approcher les 500 000 personnes. 500 000 Et pour 2014 mais je vous dis qu'on n'a pas encore les chiffres consolidés. 2015. On va revenir là-dessus parce que c'est aux environs de 500 000 personnes. Ça illustre quand même, je vais peut-être paraître être insistant sur ce point-là, mais c'est quand même un point qui est central, dans le sens où, de quelle manière on évalue, et comprendre pourquoi on n'a pas de chiffres clairs à ce niveau-là. Je crois que ce n'est pas un bon indice, le taux parce qu'il s'agit de taux d'inscription dans le syndicat. Donc ça ne veut pas dire grand-chose. L'indice qui est
à mon sens, ce qui est le plus important, c'est la mobilisation. Bon, on les inscrit, il y a des gens qui s'inscrivent pour des raisons X, qui ne sont pas forcément syndiqués. Hein. Une fois quand on appelle à une grève ou à une manifestation, ils ne se mobilisent pas. Donc, je pense que le meilleur indice, c'est le taux de mobilisation. Quand on lance une grève dans une banque ou une assurance ou une entreprise donnée, combien il y a de gens qui suivent? Ça, c'est important. Ce qui fait sympathisants, militants, syndiqués, etc., à la limite. Je confirme que ce qu'il faut, c'est quelle est la capacité, comme il a dit, de mobilisation et quel impact il peut y avoir cette mobilisation. Alors justement, si demain on décide, l'Office national d'électricité décide de couper l'eau, de couper l'électricité, ben, toute l'économie nationale est mobilisée. Donc il y a une capacité, un rapport de force qui est là. Si demain dans les ports, qui sont complets, une grande partie, pour la majorité sont syndiqués, si on lance une grève, vous pouvez mobiliser toute l'économie nationale. La même chose, si on lance une grève dans le secteur du transport, des transports aériens, des transports ferroviaires, etc. Donc la capacité le pouvoir de mobilisation, des fois, ne dépend pas de la capacité de mobilisation. Il peut y avoir deux personnes qui coupent l'électricité. Mais bon, c'est très vite. Quelques précisions. Oui. D'abord, dire que l'UMT n'a jamais fait de la politique, ça c'est réécrire l'histoire, selon la version de l'UMT. Ça, c'est pas vrai. Et si vous voulez, on en discutera plus tard. En revanche, quand on parle de syndicat... je n'ai pas dit qu'il n'a pas fait de politique. Il a fait de la politique. Il a fait de la politique. Il a fait de la politique. Et il était de tout temps avec quelqu'un contre quelqu'un. Il a cherché toujours son indépendance. Il n'a jamais voulu être sous la coupe Khalid finir son propos, vous réagirez après. Très bien. Concernant le taux de syndicalisation, on parle de 3%. Et le 3% n'a rien à voir avec les votes pour les élections des délégués. Parce que c'est des gens qui sont... Je ne suis pas syndiqué, mais je peux voter pour quelqu'un dans l'entreprise. Quant au taux de mobilisation, lui aussi il pose problème. Parce qu'une grève, c'est quoi? C'est une journée chômée payée. Et donc, il y a des gens qui profitent. Il y a des gens qui profitent. C'est la première fois qu'on a prélevé sur le salaire. C'est la première fois. Auparavant, on ne le faisait pas. On ne le faisait pas. Et du coup, c'était une journée chômée payée. Donc moi, je fais grève, c'est-à-dire je reste chez moi. Vous parlez du secteur public. Et on ne coupe pas la journée. Il y avait toujours des négociations. Donc même le taux de mobilisation, moi, j'y crois pas. Ceci dit, je persiste à croire que les syndicats ont perdu en termes de discours, pas en termes de mobilisation, parce que la mobilisation elle est un peu biaisée. Je donne l'exemple de la marche de dimanche dernier. On parle de retraite et on parle de revenus des salariés, donc on est sensible. Je suis un salarié du secteur privé et la retraite me concerne. Et en principe, je devais être là pour défendre mes intérêts personnels. Et j'y étais pas, parce que j'ai un problème avec le discours syndical. Et je ne sais pas si cette marche est pour moi ou pour un but politique non déclaré. C'est ça le problème au Maroc. On n'arrive pas à savoir avec exactitude si l'action syndicale est faite pour le travailleur et uniquement pour le travailleur, pour améliorer sa situation, ses revenus. Et c'est une question très sensible auquel toute personne qui travaille, qui se lève le matin et qui part travailler peut contribuer par sa mobilisation, par une marche, mais on n'arrive pas à savoir si c'est pour le travailleur ou pour une action politique non déclarée. C'est la chair. Je veux juste faire réagir, c'est la chair, parce que là, on voit deux pans. Déjà, on n'arrive pas à avoir des chiffres sur le nombre d'adhérents. Je trouve ça un peu, quand même, c'est quelque chose qui gêne beaucoup de gens. Et puis, la mobilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quand même des outils de mobilisation. Si on avait des gens porteurs de cartes, à qui on a accès, avec qui on peut communiquer, parce qu'on les connaît, on les identifie, peut-être que ça serait plus facile de mobiliser, non? C'est pas aussi un levier, un moyen important pour mobiliser les travailleurs? Les porteurs de cartes étaient là. On y était, nous. À la marche, il y avait les gens qui portaient le brassard, ça veut dire que c'était des adhérents des syndicats, ils étaient là. Sauf que je veux faire une autre précision, il y a des établissements publics qui prélèvent sur le salaire la cotisation syndicale. Donc être syndicaliste dans certains établissements publics n'est plus un choix. Non, c'est pas vrai. Il y a des établissements publics. C'est une adhésion volontaire. Non. Il y a des établissements publics. Il ne peut pas y avoir des déductions sur la reste, il n'y a pas une autorisation individuelle. Dans la fiche de paye. On prélève sur le salaire les cotisations pour les syndicats. Non, c'est une autorisation individuelle. Comme lorsque vous partez dans la banque et vous signez un papier comme quoi vous allez payer une traite à travers votre compte.
Moi, je pense qu'il y a une autorisation individuelle pour le déduction. Il n'y a pas. Non, non, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité là-dessus. Alors, on va peut-être laisser Serachir en placer une. En vous écoutant, je pense qu'il y a une grande littérature sur la mobilisation, sur le choix rationnel. C'est quoi qui fait que telle personne va être syndiquée, Il y a une stratégie individuelle de la personne, peut-être qu'il attend quelque chose de son action, de son inscription au niveau du syndicat. Donc, je reviens, le taux de mobilisation, elle est important parce que c'est le seul indice qui nous permet que telle force sociale, le syndicat en l'occurrence ici, il a un poids au niveau de telle ou telle entreprise ou, quand on déclenche carrément une grève nationale ou une grève générale, on voit ce que ça donne. S'il y a une mobilisation relativement importante, le gouvernement, bien sûr, elle est obligée de faire marche arrière. C'est pour cela le taux de mobilisation, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, et c'est un indice pour moi, non pas seulement pour les syndicats, pour les autres. Il n'y a pas que le syndicat, ici on parle de syndicats. Alors comme vous appréciez le taux de mobilisation aujourd'hui? Alors justement, voilà, c'est un indice. Aujourd'hui, on a bien vu dimanche qu'il était faible. Il était relativement faible, mais j'attendais qu'ils le disent, parce que les syndicats, dès le départ, n'ont pas voulu, vu le contexte, il faut dire que cette manifestation, elle a quelque chose d'extraordinaire. Il arrive dans un contexte qui est relativement très incertain, peu favorable à ce type de manifestation. Ce n'est pas la peine qu'on évoque ce qui s'est passé en Turquie pendant la manifestation, à Beyrouth, à Paris et plus près de nous, à Tunis. Donc ces actions-là, bien sûr, ils ont des retombées sur... Et en plus, le Maroc, elle est en état d'alerte maximale contre une éventuelle action terroriste. Et vous imaginez, l'autorisation a été donnée par l'administration, par le ministère de l'Intérieur, et pour 4 syndicats, pas seulement un seul syndicat. Donc même les syndicats n'ont pas cherché à mobiliser, parce que les 4 syndicats, ils ont leur poids. S'ils voulaient entamer toutes les actions classiques de mobilisation, ramener les gens des différentes villes, on mobilise les camions, les bus, les cars, etc. On peut facilement dépasser les 500 000, facilement. Mais ni les GTM, moi j'ai assisté à la manifestation du lundi, l'essentiel l'essentiel, j'exagère un peu, mais il y avait des gens qui n'ont rien à voir ni avec la réforme de la retraite, ni avec l'augmentation de salaire, ni avec toutes les revendications donc, du syndicat. Il y avait par exemple les gens du Nord contre l'Amendis. Il y avait les gens, essentiellement les enseignants stagiaires ou ce qu'on appelle maintenant les étudiants stagiaires. Ils étaient fort nombreux. Vous imaginez, c'est le GTM, c'est l'UMT, c'est la CDT, c'est la FDT et la CGT aussi a été aussi présente. Vous imaginez, si ce monde-là voulait mobiliser dans un contexte, je le répète, qui est incertain. On peut s'attendre à tout. Moi j'avais des appréhensions pendant la manifestation. Parce qu'il suffit d'un petit... et on a mobilisé 20 000, c'est pas non plus rien. Mais ce n'était pas le but. Vous le confirmez. J'ai parlé à d'autres que ce n'était pas le but recherché. Parce qu'ils peuvent, j'imagine, mobiliser plus que ce qui a été le dimanche dernier. Moi, je pense qu'il faut tirer les enseignements. Pour la simple raison que les syndicats eux-mêmes avaient déclaré qu'ils avaient l'intention de mobiliser 500 000 personnes. Ils l'ont déclaré à la presse, c'était officiel et c'était dans le clair. Contexte. Ils n'ont rien fait pour. Ça, vous savez comment ça se passe, la mobilisation? Ça, j'en sais rien. Mais leurs intentions étaient de mobiliser 500 000 personnes et ce n'est que la première étape. Parce qu'il y a 4 actions à venir, séparément, sit-in, grève générale et puis la grève dans le secteur privé. Et on est toujours dans le même contexte. On va voir au niveau de l'UMT, je sais de ce qu'il faut, tout à l'heure, lorsqu'on était, avant d'entrer en studio, on a fait des échanges et on a parlé que nous sommes des syndicats responsables, que ce soit l'Union marocaine du travail et ses partenaires, la CDT, l'UGTM et la FDT. Le comité d'organisation avait décidé de réduire la mobilisation. En ce sens que dans les différentes villes, 50 villes ont participé, mais avec des délégations peu nombreuses, mineures, avec des délégations et c'était voulu. Maintenant, ce qu'il faut tirer les enseignements de cette manifestation. Pourquoi on a fait cette marche?
est une marche réussie, une marche pacifique, disciplinée, responsable. Moi, je pense, nous, à l'Union marocaine du travail et nos partenaires, nous avons lancé un message. Nous ne voulons pas mettre le pays en péril. Nous voulons préserver l'économie. Nous ne voulons pas détériorer l'image de notre pays. Oui, les conditions sont tellement... Il faut que ce gouvernement écoute. Nous sommes dans un pays démocratique. L'article 13 de la Constitution dit que le gouvernement doit associer les acteurs sociaux dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques. Il faut que ce gouvernement écoute. Il y a des revendications. Alors, quelles sont-elles? Justement, la marche de dimanche dernier, il y avait des revendications. Quelles sont-elles aujourd'hui? Les revendications... Est-ce qu'on parlait du discours, parce que je voulais vous faire réagir par rapport au discours. Est-ce que le discours est clair? Est-ce qu'on sait vers où on va? Est-ce qu'on sait ce qu'on demande de manière claire? Vous avez dit qu'il y avait énormément de gens un peu de manière différente. On a l'impression qu'une manifestation, ça peut être un fourre-tout pour un ensemble de revendications. Est-ce qu'on a un cahier des charges clair? Bien sûr, il y a un cahier de charges qui a été transmis au gouvernement depuis février 2013. Il y a une plateforme commune qui énumère une dizaine de revendications, des dossiers sur lesquels il faut engager des négociations véritables, des négociations sérieuses et responsables, qui conduisent à des résultats. Parce que des négociations pour bavarder, ça ne sert à rien. Nous, à l'Union marocaine du travail, nous croyons en vertu du dialogue social responsable et qui engage les deux parties, le mouvement syndical et le gouvernement. Notre première revendication, il y a eu gel des salaires et il y a eu une atteinte très forte au pouvoir d'achat à travers les différentes augmentations des prix des produits de première nécessité, l'augmentation de la TVA, de l'eau, de l'électricité, du sucre, du billet de péage, du billet du train, etc. Donc il y a une atteinte au pouvoir d'achat. Il faut une récupération et il faut une amélioration pour que les gens améliorent. Donc on demande une augmentation générale des salaires. Nous demandons aussi un système fiscal équitable. Il faut savoir que les salariés du privé et du public sont les seuls à payer les impôts avant qu'ils ne perçoivent leur salaire. Donc c'est important. Et pas uniquement ça. Pas uniquement ça. Ils contribuent filière à concurrence de 75%. Ça n'existe nulle part au monde. C'est-à-dire que tous les profits professionnels, les avocats, les médecins, toutes les professions libérales, les architectes, y compris les revenus locatifs des immeubles, les villas, etc. Tout ça ne contribue que pour 11% dans l'impôt sur le revenu. C'est vraiment quelque chose de... Où est l'État? Où est l'État? On ne peut pas continuer de cette manière. Donc ce qu'on demande, un système fiscal juste et équitable. On demande la réduction de la pression fiscale qui est de 38% en temps marginal sur les salaires. L'Union marocaine du travail, n'a pas cessé de réclamer et même le Conseil économique et social a soutenu la nécessité de réviser la grille des impôts. La deuxième, la question, le gouvernement veut réduire la négociation à un point unique qui est la retraite. Nous sommes pour la réforme de la retraite. Et nous avons été les premiers à l'avoir signalé au moment du gouvernement Jeto en 2013. En 2003, nous avons attiré l'attention sur ça. Et nous avons convenu de créer une commission nationale pour qu'elle travaille sur le dossier, etc. Alors ça, vous l'avez dit, ça se fait dans le cadre d'un dialogue. Lorsque Abdelillah Ben-Kiran dit « le dialogue n'est pas rompu », j'ai reçu les centrales syndicales. Je termine les revendications. Oui. Alors finissez les revendications et dites-nous où est-ce que vous en êtes. Les collectivités locales, ils n'ont pas de statut. Tout un ensemble de personnel réclame un statut digne pour que les gens travaillent dans des conditions décentes. Les fonctionnaires, c'est un statut qui date de 1958. Est-ce qu'un statut qui était dans des conditions au lendemain de l'indépendance, il est toujours valable pour l'année 2015? Donc, il y a des choses qui sont logiques et raisonnables. Il faut que ce gouvernement sache que le mouvement syndical veut un accord responsable. Comme je l'ai dit, on veut un contrat social, global, sur les différentes revendications du personnel. On ne peut pas des salariés
et du mouvement syndical. On ne peut pas réduire le point à négocier uniquement sur la retraite. On fait une petite pause et on continue juste après. Alors, syndicalisme au Maroc, le syndicalisme est-il en déroute, c'est l'objet de l'émission de ce soir. Avant de continuer sur les revendications et de voir au niveau à quel point est le dialogue aujourd'hui, parce que vous dénoncez le caractère unilatéral finalement de la politique du gouvernement Ben Keren. J'ai des réactions sur Facebook, comme Mounia qui nous dit on revient sur la manière avec laquelle la capacité des syndicats à pouvoir attirer des adhérents, à pouvoir mobiliser. J'ai Mounia qui nous dit les représentants des syndicats, en tout cas une majorité, on ne les voit qu'à l'approche des élections. Me concernant, je ne me retrouve dans aucun d'entre eux. Et j'ai Fatima qui nous dit est-ce que vous ne pensez pas que les partis politiques ont contribué aussi à la décadence, le terme est fort, des syndicats au Maroc, à tel point que nous avons une caricature du syndicalisme au service du politique. Alors bon, on est quand même sur des choses assez fortes. Là, comme je l'ai dit, je vous en prie, allez-y. Là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un processus historique. Donc l'affaiblissement, c'est à la limite normal. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit au départ, mais la mobilisation, elle est très faible aussi. Quand on voit par exemple, si on se tient aux données statistiques du ministère de l'Emploi, le maximum de grèves qu'on a enregistrées, une moyenne annuelle, c'est 350 grèves. Maximum. Alors quand on voit la mobilisation, et là j'ai les statistiques que j'évoque dans le rapport effectué sur les manifestations ou l'occupation de l'espace public au Maroc. Donc en 2005, il y avait une déclaration de l'ancien ministre de l'Intérieur, Chakib Ben Moussa, pour ne pas le nommer au Parlement, et qu'il était fier d'annoncer cette donnée statistique, c'est qu'il y avait en 2005 700 protestations sociales dans l'espace public pour 2005. Donc en moyenne 2, quelque chose par an. Il était fier bien sûr parce que c'est un indice de la liberté d'expression au Maroc, la liberté de manifester, la liberté de protester, etc. Donc de 700 manifestations ou occupations de l'espace public, parce qu'il y a aussi le sitting, la marche, la manifestation, donc il y a différentes formes sociales de protestation. On arrive en 2013, vous imaginez, de 700 à presque 20 000 protestations dans l'espace public. Uniquement les marches, les sittings. Donc 20 000, c'est énorme comme mobilisation. Donc la protestation n'est pas liée uniquement à un mouvement que j'ai qualifié tout à l'heure de classique, donc qui concerne que les employés, les ouvriers, les salariés, etc. Mais il y a d'autres formes de protestation, il y a d'autres acteurs qui bougent encore plus. On en a l'exemple cette année avec les étudiants ou les médecins, les étudiants médecins et les enseignants dont j'ai parlé tout à l'heure, stagiaires dans des formations régionales. On a un indice qui a mobilisé énormément de monde et ça a failli être la contagion. Heureusement, on est intervenu relativement tôt parce que ça se limitait d'abord la mobilisation à un seul quartier, Charf, puis Bni Makada, puis Tanger, puis Tétouan, puis des manifestations à Casablanca. Donc là, il ne faut pas perdre de vue ces différentes protestations par rapport à, si vous voulez, j'ai donné les chiffres tout à l'heure de 250-300 grèves par an, ce qui est relativement minime. Mais alors justement, le rôle des syndicats, c'est quand même d'essayer de canaliser, d'encadrer tous ces mouvements, finalement, de protestation, que ce soit de la société civile, qu'ils soient spontanés ou pas. Aujourd'hui, quand on voit des réactions comme ça, le manque de confiance qu'il peut avoir, bon, c'est une réaction sur Facebook, mais on peut après on n'a pas d'études à ce sujet. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manière de réinventer? Est-ce qu'il faut réinventer la manière avec laquelle il faut aller chercher les gens, convaincre les gens? On revient encore une fois au discours que soulignait Khalid tout à l'heure. Quel est le rôle d'un syndicat? Le syndicat, qu'est-ce qu'il peut faire? Il est là pour porter aux concernés, pour porter aux autorités les revendications des travailleurs et les négocier au mieux. Ça, c'est son objectif et sa raison d'être. Alors, quand il arrive à avoir des solutions, quand il arrive à avoir des résultats, il est tout à fait normal que sa notoriété augmente. Et que les gens croient de plus en plus à son action. Mais quand les résultats se tassent, ou se figent, ou n'existent pas,
il est tout à fait normal que les gens se posent des questions, sans tenir compte de l'environnement, du contexte économique, du contexte social ou politique. Donc ils se disent pourquoi on n'arrive pas à avoir une augmentation de salaire, pourquoi on n'arrive pas à avoir une retraite décente pour les retraités, pourquoi on n'arrive pas à avoir telle et telle chose. Ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a eu deux phases dans le travail syndical au Maroc. Il y a eu une phase où les syndicats ont carrément contribué à mettre sous scellé des entreprises, grâce à des mouvements ou à travers des mouvements de grève répétitifs. Il y a pas mal d'entreprises qui ont fermé. Et cette façon de faire continue dans certaines villes au Maroc, mais pas dans tout le Maroc. Après, il y a eu pression sur les syndicats pour qu'ils revoient un petit peu leur méthode, et il y a un discours ambiant au Maroc concernant la canalisation du droit de grève. Parce que le plus dangereux de tout ça, c'est le droit de grève. Tout le monde a peur du droit de grève. L'entreprise a peur de la grève. L'État a peur de la grève. On attend notamment une loi qui encadre justement le droit de grève. Il faut qu'on canalise. Ça fait longtemps qu'on l'attend. Il faut qu'on canalise le droit de la grève. Depuis les années 70. Hein. C'est vieux, ouais. Mais maintenant, c'est devenu constitutionnel, ils doivent le faire. Donc, et normalement, il devait être négocié dans un package global. Mais ça, c'est autre chose. Et donc, on a assisté à disons, un affaiblissement, pas un affaiblissement, mais raréfication des mouvements de grève qui pourraient un petit peu justifier les chiffres qui sont passés de 700 à 200 par an. Et parce que les syndicats, quelque part, reconnaissent leur responsabilité dans la fermeture ou la déroute de certains secteurs, dans le textile notamment, dans la gestion portuaire, dans l'hôtellerie, c'est des secteurs qui ont souffert de la grève. Vous êtes d'accord avec ça, Sia Alaoui? C'est-à-dire que, bon, c'est quand même important de voir que, finalement, le rôle du syndicat qui est de préserver, et vous l'avez dit, syndicat responsable qui fait, à tous les égards, fait attention à l'économie du pays. Vous êtes d'accord avec l'analyse de ces autres? Il faut parler du contexte. Il faut voir aussi que la liberté syndicale, il n'y a pas eu de respect de la liberté syndicale dans beaucoup d'unités. Particulièrement avant 2005, il y avait une répression féroce. Le pouvoir public prenait fait et cause toujours pour le patronat. Et je pense qu'il y a une volonté au niveau du mouvement syndical et au niveau de l'Union marocaine du travail pour passer d'une logique d'adversité à une logique de partenariat, de négociation et de dialogue social. Cette culture prend du temps pour sa mise en place, que ce soit au niveau des partenaires sociaux ou au niveau des employeurs, mais aussi au niveau de l'État. Et on voit que maintenant, le comportement du gouvernement, un mouvement syndical, il est là, il est forte, malgré ce qu'on dit, parce que comme je vous l'ai dit, la structure de l'économie nationale, il y a l'informel, il y a une grande partie de l'agriculture, etc. Les secteurs organisés sont fortement syndiqués. Deuxièmement, s'il y a eu réduction, c'est que parce que dans beaucoup de secteurs, nous avons, avec les partenaires, parce qu'il ne faut pas rappeler qu'on a établi en 2012, un accord de médiation avec la CGM, avec la Confédération Générale des Entreprises du Maroc. Et ce système de médiation a permis d'éviter de nombreux conflits. Parce que l'UMT et la CGM, il y avait un dialogue direct. Et ça nous a permis d'éviter beaucoup de conflits qui auraient pu déboucher sur des conséquences négatives. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'il faut citer, c'est que beaucoup d'entreprises, parce que vous avez pris l'exemple des ports, les ports de Tanger Med, il y a maintenant une paix sociale parce qu'on a développé l'approche conventionnelle. L'UMT a signé des conventions collectives avec les employeurs, avec le patronat de ces entreprises, qui ont défini les droits et les devoirs des deux parties et qui ont donné une visibilité sur 3 ans pour ces grandes entreprises qui travaient à Tanger. On en a très peu des conventions collectives. On en a très peu des conventions collectives. On en a combien? Ça se compte sur les doigts de la main. Hein. Parce qu'il y a deux choses. Il y a des conventions fondamentales dans des secteurs importants, mais qui sont réduites, et nous n'avons pas cessé de dire aussi bien à nos partenaires employeurs qu'au gouvernement qu'il est, malgré qu'on a cité dans la Constitution le droit
la négociation collective et à l'encouragement de ces négociations collectives, l'État ne fait rien pour encourager ça. Donc il y a une minorité, un nombre minime, effectivement, de conventions collectives, mais qui sont compensées par des protocoles d'accord. Des protocoles d'accord qui sont généralement moins, qui ont une durée généralement d'une année et qui travaillent sur 2 ou 3 points essentiellement sur les salaires, sur la protection sociale, qui n'ont pas un caractère global, comme c'est le cas pour la convention collective. Alors, la convention collective, excusez-moi de vous couper là-dessus, parce que c'est un élément important, la convention collective. Si on voit les syndicats allemands, par exemple, jusqu'à très récemment, le SMIC, carrément le salaire minimum, était fixé par les conventions collectives en fonction des différents secteurs. C'est pas aussi ça une approche à essayer de développer toutes ces conventions collectives qui permettent finalement de organiser les choses, de responsabiliser un secteur donné ou des grandes entreprises? La convention collective est une approche bilatérale qui ne concerne pas l'État. C'est une négociation directe entre le syndicat et le patronat. Il y a certains secteurs qui arrivent à ce genre de documents, mais ils ne sont pas encore très étendus. Sont pas encore, disons que ce genre de document n'est pas monnaie courante. Je citerai la pêche, je citerai les ports, mais ça reste très très limité. Limité à une population qui a pris conscience qu'il y a un grand bénéfice à se mettre d'accord sur des fondamentaux. Ça veut dire un minimum syndical. Il faut se mettre d'accord sur un minimum syndical. Un niveau de salaire X, un niveau de couverture X, et c'est un engagement patronal, parce que moi, ce que je voudrais souligner, c'est que les patrons ne sont pas aussi blancs comme neige. Mais quand le patron adhère à cette vision, que le gain ne peut être réel qu'à travers le travailleur, qu'à travers les conditions de travail, donc ils arrivent à ce genre de documents, mais ça reste très limité. C'est pas général. Est-ce qu'il y a réticence au sein des entreprises à avoir des salariés syndiqués? C'est-à-dire que, il y a eu l'élection des délégués du personnel. On peut peut-être rappeler que les élections des délégués du personnel sont obligatoires, elles sont prévues par la loi. Mais qu'est-ce qui se passe si une entreprise n'organise pas, comme prévu par la loi, les élections de délégués du personnel? Qu'est-ce qui se passe? En principe, qu'est-ce qu'elle risque? Prévu par la loi. Non, mais qu'est-ce qu'elle risque? Les autorités publiques. Moi, je pense qu'au niveau des élections, il y a celui du devoir de l'État d'appliquer la loi. La loi oblige les entreprises à organiser. Mais elle risque pas grand-chose, une entreprise qui n'organise pas les il délégués. y a des pénalités qui sont prévues, il y a un certain nombre de choses. Mais qui sont. Il y a la prison aussi pour le patron. Très faible. Très faible. Il n'y a pas de prison. Au niveau de la loi. Là, il n'y a pas de prison. Il n'y a que des sanctions pécuniaires. Il n'y a que des sanctions pécuniaires. Et ces sanctions pécuniaires ne sont pas dissuasives. Ou deuxièmement, les capacités de l'État à contrôler sont très réduites. L'inspection du travail, le Maghreb Koulou fait 400 inspecteurs pour 170 000 entreprises déclarées à la CNSS. Faites le compte, on ne peut ni appliquer... Parce que tout à l'heure, vous avez cité les grèves. Il faut chercher les causes des grèves. À l'Union marocaine du travail, lorsqu'on a analysé les causes, sur la base des statistiques officielles du ministère du Travail, 65% des grèves ont pour origine le non-respect du Code du travail. Parfois, vous savez qu'il y a des grèves, surtout dans le secteur, dans les PME, uniquement pour la carte de travail, parce que la carte, c'est une preuve comme quoi je travaille chez vous. Uniquement pour la carte du travail, il y a eu des grèves. Le patron ne veut pas donner une carte. Donc, il y a un changement culturel qui doit se faire. Nous, au niveau du LT, nous poussons nos militants à privilégier la négociation et l'approche participative, à ne recourir à la grève qu'en dernier lieu. C'est ce que nous faisons avec le gouvernement. Le gouvernement, aujourd'hui, veut passer d'une manière unilatérale une réforme de la retraite. Cette réforme de la retraite, il veut augmenter l'âge de la retraite, il veut augmenter les cotisations, et il veut réduire les pensions. Tout ça va être supporté par On a parlé des revendications. À la convention collective. Non, mais avant, s'il vous plaît, je vous ai posé une question. Je vous ai posé une question au sein de l'entreprise. Ma question première, c'était de savoir, est-ce que aujourd'hui, il n'y a pas réticence de certains patrons à avoir des syndiqués au sein de l'entreprise, sachant que le Code du travail prévoit aussi
un statut particulier lors du licenciement d'un représentant, d'un délégué du personnel. Est-ce que ça aussi, est-ce qu'on sait, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui au sein des entreprises de ce niveau de réticence, ou est-ce que c'est marginal? Moi, je vous dis qu'il y a une réticence. Dans les PME, il y a réticence. Il faut un travail de sensibilisation. Je vous donne l'exemple de Tanger, MedPaper à Tanger, une entreprise papeterie qui appartient à quelqu'un de très bien placé, et on a constitué un bureau syndical, et uniquement la constitution. On n'a pas encore présenté de doléances, ni de cahier revendicatif. Le lendemain, ils ont été licenciés. Et maintenant, il y a plus de 130 ou 150 salariés qui sont dans la rue depuis 4-5 mois. Tout simplement parce qu'ils ont voulu s'organiser pour défendre leurs droits. Et parfois, leurs droits, c'est uniquement... on les appelle la littérature, ce sont des conflits de droit, pas des conflits d'intérêts. Les conflits d'intérêts, c'est lorsqu'on demande une augmentation de salaire au-delà de ce qui est prévu par la loi. Et de ce sont la CNSS respecte le salaire minimum obligatoire, le SMIC, etc. Donc, et voilà, 150 familles sont dans la rue par la volonté d'un patron, tout simplement parce qu'ils ne respectent pas les lois de ce pays. Ils se croient au-dessus de la loi. De manière générale, je dirais que la majorité de patrons aimeraient ou souhaiteraient ne pas avoir de représentants syndicaux au sein de l'entreprise. Pour la simple raison qu'il s'agit beaucoup plus d'un comportement humain qu'un comportement institutionnel. Ça veut dire que vous pouvez avoir un électron libre au sein de votre entreprise qui pourrait demain se mettre à revendiquer des choses sans qu'il soit encadré par la centrale syndicale. Et c'est une peur légitime. Je ne dis pas que c'est une peur légitime. Ceci dit, quand le patron adhère ou quand le patron a conscience qu'il y a un SMIC légal à respecter au sein de l'entreprise, il n'aura jamais de problème de ce genre. C'est dans les conflits de droit, comme il l'a dit. Vous demandez une attestation de travail, on refuse de vous la donner. Vous demandez une fiche de paye, on refuse de vous la donner. Quand vous partez, vous n'avez pas droit à un solde de tout compte, attestation de travail, etc. Donc, à des choses évidentes à laquelle tout salarié a droit et qui n'arrive pas à les obtenir. Et quand le patron se comporte de cette manière, il est tout à fait normal qu'il crée une tension à l'intérieur de l'entreprise. Et forcément, il y a quelqu'un qui va porter le flambeau. Ça peut être un représentant syndical, comme ça peut être n'importe quel employé. Et ça se termine par un licenciement, ou ça se termine par une mutation. Alors, quand on voit ça, parce que voilà, je voulais vraiment avoir tous ces éléments pour qu'on arrive à la fin à comprendre quelque chose. Il y a quelque chose qui a été dit tout à l'heure d'assez important. Le désamour ou la baisse du syndicalisme ou des adhésions, ou peut-être le fait de moins croire aux syndicats, c'est basé aussi sur les résultats. Si on revient dans l'histoire, quelles sont les grandes victoires des syndicats marocains? Est-ce qu'il y a eu, voilà, on a obtenu des choses claires, nettes et précises. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, avec les actions syndicales, on a obtenu tel ou tel résultat? Il y a eu des résultats. Alors justement, oui, non mais beaucoup d'acquis pour les travailleurs. Non mais c'est intéressant de revenir. Les principaux, on ne va pas revenir, mais les principaux, oui. c'est. Je vous donne l'occasion de défendre les syndicats. Une des principales, c'est la création de la Caisse nationale de sécurité sociale, qui a permis aux travailleurs de bénéficier d'une retraite et d'une protection sociale. Un acquis fondamental, c'est l'assurance maladie obligatoire. Comme vous le savez, jusqu'à 2005, cette assurance était facultative. Vous travaillez dans une usine, dans une entreprise de service ou industrielle, si le patron veut vous assurer pour maladie, s'il ne veut pas, il ne vous assure pas. Donc vous devrez supporter. Donc l'assurance maladie est devenue obligatoire pour tout le monde. Il y a eu un consensus important. Et je pense que c'est historique tout de même. C'est le Code du travail. C'est un Code du travail qui a été négocié de façon tripartite. Le gouvernement, les employeurs et le mouvement syndical. Donc on a signé, les trois parties ont signé cet accord, ce Code du travail qui est très équilibré. Il y a aussi récemment l'indemnité pour perte d'emploi. C'est-à-dire que le salarié qui perd son emploi peut continuer à bénéficier, moyennant certaines conditions, de 70% de son salaire dans la limite du SMIC pendant 6 mois. Mais ceci n'est pas... Nous, à l'Union marocaine du travail, nous avons exigé pour que les salariés qui perdent leur emploi soient aussi accompagnés par des formations de reconversion ou de perfectionnement, qu'ils soient accompagnés par l'ANAPEC pour qu'ils puissent
trouver pour une réinsertion, pour qu'ils puissent trouver un autre emploi, parce que ces 6 mois, c'est uniquement une phase pour les réinsérer dans le monde du travail. Donc ce n'est pas un but en soi. Il faut aussi citer qu'actuellement, avec la CGM, nous sommes en train de construire, de passer, comme je l'ai dit, d'une logique de confrontation à une logique de concertation, de partenariat, de négociation. Nous avons signé l'accord pour la médiation sociale, nous avons signé un autre accord pour le pacte, mais vis-à-vis du gouvernement, nous avons un gouvernement qui n'entend pas. L'Union marocaine du travail n'a pas cessé d'appeler à ce que le gouvernement croit aux vertus du dialogue social, croit aux valeurs du dialogue social. Est-ce qu'il est au point mort aujourd'hui? Je répète ce qu'a dit Siad Ben Kellen hier. Aucun dialogue national n'a été suspendu. J'ai rencontré tous les syndicats il y a une quinzaine de jours. Bon, oui, mais alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Est-ce qu'on discute encore? Nous, c'est pas question de discuter. Le dialogue social a ses principes et a ses règles. Un dialogue social doit se fixer des objectifs, doit aboutir à des résultats dans un délai déterminé et qui engage les différents partis. On ne va pas venir pour discuter pour le plaisir d'être vu à la télévision. Moi, je pense que si on veut discuter, et il faut organiser ces discussions d'une façon continue. Nous demandons à ce qu'on institutionnalise le dialogue social. Il était prévu dans un accord que le gouvernement a signé, qu'il y ait deux grandes réunions. La première au mois d'avril, pour discuter de la situation économique, de la discussion des conditions de travail, discuter des salaires, etc. Et une deuxième au mois de septembre, pour discuter de la loi de finances et les aspects sociaux qui doivent être intégrés dans les lois de finances. Le gouvernement n'a jamais respecté ceci. Le gouvernement, on a l'impression qu'il ne veut plus être... On a une constitution démocratique et on a des comportements antidémocratiques de la part du gouvernement et du chef du gouvernement. C'est la chèque qu'on ne vous a pas entendu depuis un moment. Dans vos revendications, il y a la demande de l'abrogation de l'article 288 du Code pénal, qui est lié à des peines d'emprisonnement, des amendes pour toute violence, voie de fait, qui est fait dans le but d'handicaper ou d'endiguer le travail. Vous êtes l'auteur de cette étude, les mouvements sociaux au Maroc, de l'émeute à la manifestation. Aujourd'hui, ça relève aussi du droit de grève. Cet article, on doit l'enlever. Pourquoi ? Donc, juste pour le rapport, le syndicat ne représente qu'une infime minorité. Ce n'est pas l'intérêt principal. Oui, j'imagine, mais ça en fait partie, bien sûr. C'est pas l'intérêt principal de l'étude. C'est pour cela que j'ai avancé tout à l'heure les différentes données statistiques du ministère de l'Intérieur pour dire que voilà la protestation, où ça se passe, voilà le lien social, où ça se passe. Et Mohamed Alaoui a évoqué tout à l'heure les points sur l'intérêt d'un syndicat. C'est à quoi ça sert un syndicat? Il sert aussi à être un intermédiaire entre les salariés, bien sûr, et le patron ou l'administration dans les entreprises publiques. Il sert aussi, on n'a pas parlé des œuvres sociales, des COS, etc. Ça sert aussi à la création du lien social. C'est grâce au syndicat, les gens ils se connaissent, ils se rencontrent dans des espaces, dans des clubs, les œuvres sociales, etc., les voyages, etc. Donc, il y a si vous voulez, il y a des rôles aussi collatéraux que des rôles vraiment du syndicat qui est Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sorti d'une logique, il l'a dit plusieurs reprises, et c'est ce qui est important, d'une logique de confrontation qui a marqué l'histoire du syndicat au Maroc. On était dans un système autoritaire, dans un système politique très autoritaire. Bien sûr, le rôle du syndicat, à chaque fois qu'il y a des revendications, ça prend automatiquement une dimension, un aspect politique. Donc toutes les revendications actuellement, depuis le gouvernement d'alternance, si je ne me trompe pas, on commence à instaurer cette nouvelle culture qui est en train maintenant de s'instaurer. C'est une culture au lieu de la confrontation, c'est la négociation. Au lieu du marchandage, c'est défendre aussi l'entreprise. Il y a plusieurs, on peut donner des exemples.
j'ai bien compris, on a bien parlé de tout ça, on a bien compris ce lien qu'il peut y avoir, mais je voulais bien me concentrer sur cet article 288 du Code pénal qui est quand même important, parce que bon, en le lisant, je vais pas le lire en entier, mais en gros, est puni d'emprisonnement, quiconque qui à l'aide de violence, voie de fait, menace ou manœuvre frauduleuse a amené ou maintenu, tenté d'amener ou maintenir une cessation concertée du travail dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail. On l'appelle l'article maudit. Tout simplement parce que c'est un article qui date de la période du protectorat des années 30 et qui a été établi pour réprimer les militants syndicalistes et les militants politiques, pour les obliger à ne pas se syndicaliser, à ne pas s'organiser. Et l'héritage colonial reste encore appliqué de nos jours. Imaginez qu'on peut aller en prison de 2 à 2 années de prison. Et qui est pire, c'est que vous pouvez être interdit de résidence dans votre propre pays. Donc c'est un article colonial qui en interdisait aux citoyens marocains. Je l'ai quand même lu, on parle de violence, de voie de fait, de menace ou manœuvre frauduleuse. On n'est pas en train de comment parler... vous allez l'interpréter, ces manœuvres frauduleuses? Il suffit de vous regarder, on peut l'interpréter comme une menace. Donc je l'ai dit que c'est l'origine de ce texte. Ce texte, c'est pour museler les militants syndicalistes pendant le protectorat. Et Feu Mohamed V, lorsqu'il a appris la naissance de l'UMT, il a dit une phrase merveilleuse. Il leur a dit que maintenant, l'indépendance du Maroc va s'accélérer. On va accélérer l'indépendance du Maroc. C'est un texte, je voudrais ajouter, oui, mais il faut quand même encadrer de manière détournée, c'est pour encadrer le droit de grève, mais là, limiter le pouvoir de nuisance de la grève. Que le Conseil national des droits de l'homme, nous l'avons saisi, et il a écrit au chef du gouvernement lui demandant d'abroger cette loi, parce qu'il n'est pas constitutionnel. Donc ce n'est pas uniquement le mouvement syndical qui réclame son abrogation parce qu'il date du protectorat, mais l'UMT n'a pas cessé, l'Union marocaine du travail n'a pas cessé de réclamer ça parce que c'est une atteinte directe à la liberté syndicale. Je crois qu'en principe, le Code du travail doit régir toute la relation entre le patronat et les travailleurs. Et tout ce qui concerne cette relation doit être dedans ou dans ce qu'on appelle le soft law, dans le contrat. La convention collective. Dans le contrat ou la convention collective, ou ce que vous voulez. Alors, utiliser un texte qui n'est pas dans son contexte, au cas actuel, c'est un peu excessif. D'accord, excessif, et je leur donne raison de militer pour qu'ils disparaissent, comme nous, en tant que journalistes, on milite pour la disparition des peines privatives de liberté dans le texte de loi. Donc c'est tout à fait normal. C'est-à-dire qu'une loi encadrant de manière claire le droit de grève, c'est-à-dire plus vous êtes précis, le procédé finalement, parce qu'aujourd'hui, il faut quand même préciser que la grève n'est encadrée par aucune procédure particulière. Hein, actuellement. Oui, actuellement. On est bien d'accord. Oui. Vous pensez qu'on va arriver sur cette loi tant attendue? Je vais revenir juste sur les acquis parce qu'il faut préciser. Ouais, rapidement, il faut préciser une chose. Les syndicats arrivent toujours à obtenir quelque chose en fonction de la conjoncture. Pendant les années 80, par exemple, ils n'ont rien obtenu parce que c'était le pass, parce qu'on n'avait pas les moyens, etc. Mais il faut dire aussi qu'à l'époque, Justo, c'était très particulier. Lui, il est parvenu à installer un dialogue et à négocier un package global. Et il a même failli signer la réforme de la retraite avant son mandat. Il a failli le faire. Pourquoi? Parce qu'il a négocié l'AMO qui existait de l'époque Liosfi, n'était pas active. Et c'est lui qui l'a activé. Il a négocié le Code du travail, il a négocié pas mal de revendications syndicales, et finalement il allait obtenir la réforme de la retraite, dans des conditions beaucoup moins favorables que celles d'Abdillah Ben Guirin. C'est donnant-donnant. Disons que l'homme, c'est le style. Abdillah Ben Guirin a son style à lui. Au lieu de faire des réunions regroupant tout le monde, etc., lui, il préfère partir prendre un syndicat individuellement, parler à un tel, l'inviter chez lui, etc. Peut-être que c'est sa méthode, ça ne plaît pas au syndicat, mais le résultat est là, on est en stand-by. On verra ce que ça donnera. Merci, messieurs, d'avoir été avec nous. Je suis désolé, on terminer. Alors, très rapidement. Vous savez que nous espérons que le gouvernement revienne à la raison et engage des négociations responsables. Nous avons un rassemblement le 8 décembre en commémoration
de la grande révolte des travailleurs suite à une grève générale en 1952, en solidarité suite à l'assassinat de Farhat Hachad, mais en même temps pour réclamer et demander la libération du pays. Le 10, il va y avoir une grève dans la fonction publique et les collectivités locales. Nous avons donné suffisamment de temps à ce gouvernement pour qu'on se mette autour d'une table. Et moi, je n'ai plus de temps, malheureusement, à vous donner. Et il risque d'y avoir une grève générale. C'est annoncé. On en a pris acte. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Excellente soirée sur Média TV. Ne ratez pas la rediffusion. Comme d'habitude, demain, sur ce plateau, ça sera ma collègue, amie et rédactrice en chef de l'émission qui prendra ma place. Je prends la route de Marrakech. Nous serons la semaine prochaine à Marrakech, à l'occasion du Festival du film, où j'aurai le plaisir de faire des émissions à partir de là-bas. Excellente soirée, à bientôt.